à tous et bienvenue dans ce webinaire. On est ravis d'accueillir Valentin Chuzel du CSIRT de Bretagne pour partager un retour d'expérience sur son utilisation de The Hive et ONIF. Je suis accompagnée dans ce webinaire également de mon collègue Florian et de James Attack d'ONIF qui vont se présenter. Bon webinaire, Valentin, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Donc Valentin Chuzel, donc je suis directeur adjoint de Brest Cyber en charge des opérations. Du coup, moi, c'est Florian Perret de StrangeV, donc je suis Head of Solutions. Et donc, StrangeV, ce sont les créateurs et développeurs de The Hive et Cortex. Ce sont des produits qui s'adressent aux équipes de réponse à incidents qui sont un petit peu partout dans le monde, des équipes de petite taille comme des équipes un peu plus globales, réparties sur plusieurs régions. Et donc, The Hive est l'outil qui sert à faire le case management. Donc, ça va être un petit peu le hub de toutes vos alertes et de vos incidents de sécurité. Et Cortex, lui, c'est plus l'ordonnanceur de tâches. On va le voir par la suite, ce qui permet de faire ce qu'on appelle des jobs d'enrichissement sur des observables, donc des adresses IP par exemple, et aussi des tâches d'automatisation. Merci Florian. Donc, bonjour, James Aitak, je suis Deputy CTO chez ONIF. ONIF scanne Internet depuis 2017, l'une des rares entreprises à le faire à l'époque. Nous sommes aujourd'hui une entreprise entièrement lancée, fournissant nos solutions de gestion de la surface d'attaque et de recherche de la menace cyber aux équipes CSIRT et SOC, des gouvernements et des entreprises Global 500. Merci James. Et avant de te passer la parole, Valentin, je voudrais juste préciser que ce webinaire, il a aussi vocation à être interactif. Et donc, vous avez deux options pour poser des questions, soit dans le chat, soit à la fin. Il y a un temps d'échange qui est prévu pour ça. On se garde 15 minutes pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors, Brest Cyber, pour définir la mission, donc en fait déjà c'est un centre de réponse aux incidents territorial, donc c'est partie des systèmes territoriaux qui ont été créés il y a quelques années à partir de grosso modo 2022-2023. Donc dans chaque région de France, presque chaque région de France aujourd'hui, on a un CSIRT territorial. Donc Brest Cyber, c'est celui de la Bretagne. Et notre mission, en fait, c'est de venir de porter assistance aux victimes de cyberattaques sur un périmètre qui est tout à fait défini. Donc, ce sont les PME et ETI, les associations employeuses et toute collectivité qui rentrent dans notre périmètre, hors du périmètre de l'ANSSI. Alors, pourquoi un CSIRT régional? En fait, c'était déjà, on s'est très vite aperçu au niveau national qu'il y avait un manque sur l'assistance sur notre périmètre, principalement les collectivités et les PME. Et donc, en fait, les CSIRT ont été créés et pour répondre à tout type d'incident. Donc, incident grave type rançongiciel, par exemple, ou des incidents modérés. Donc là, on va être sur tout autre type d'incident. Voilà, campagne de phishing, mail douteux, voilà, tout ce que vous pouvez imaginer comme type d'incident cyber, sans réelle limite. Et là, comment est-ce que nous procédons? En fait, nous avons un numéro unique que vous avez sur votre droite, hein, le 0800 200 008. Et à ce numéro, vous avez un analyste qui va prendre en charge votre incident, vous accompagner donc gratuitement, parce qu'en fait, c'est un service public, et si nécessaire, vous mettre en relation avec un autre prestataire. Voilà. On est disponible 24 heures sur 24, 7 sur 7, parce qu'en fait, pendant les heures non ouvrées, nos appels sont transmis au CERT-FR qui va nous retransmettre l'incident dès notre ouverture. Voilà. Et nous avons également un site internet sur lequel vous pouvez remplir le formulaire de déclaration d'incident. Concernant le processus d'accompagnement que nous avons mis en place chez Brest Cyber, donc ça va forcément démarrer par un déclenchement. Donc le déclenchement, ce sera votre appel téléphonique ou le formulaire que vous avez rempli en ligne. Dans tous les cas, ça finira par un appel téléphonique. Donc durant cet appel, notre analyste pourra collecter tous les éléments nécessaires pour comprendre, pour démarrer, pour comprendre l'incident. Donc ça va être les symptômes, ça va être écouter la victime pour comprendre son périmètre, comprendre dans quel état il se situe. Est-ce que c'est un arrêt complet du système d'information? Est-ce que voilà, l'activité continue? Est-ce que la victime est en panique ou pas? On peut avoir des fois des situations un peu compliquées.
Donc là, c'est la partie voilà, introductive de, de la prise en charge de l'incident, qui va se suivre par une qualification. Donc la qualification, en fait, c'est juste le principe de comprendre sur quel incident, à quel incident on fait face. Est-ce que voilà, c'est un rançongiciel ou simplement une campagne de phishing. Euh, et de là, on va pouvoir définir une stratégie de réponse qui sera la plus adaptée. Donc, on va pouvoir ensuite mettre en œuvre la réponse. Donc là, deux cas de figure. Soit nous sommes capables de réagir et de faire cette rémédiation avec la victime directement, parce qu'on en a la capacité, c'est-à-dire sans déplacement sur site et sans grosse investigation numérique. Ou alors, dans le cas les plus courants de type rançongiciel, on va vous mettre en relation directement avec un prestataire avec qui vous allez pouvoir contractualiser. L'avantage, c'est qu'on les connaît, on sait les adapter et voilà. Et on va pouvoir aussi faire une assistance sur la judiciarisation. Donc, très souvent, il va falloir porter plainte et les notifications à la CNIL, qui est une obligation juridique dans certains cas. Et enfin, c'est la clôture qui interviendra quand tout sera revenu à la normale. Donc, ça peut être une semaine, 2 semaines, un mois, voire plus. Donc, pour faire un petit brief sur les opérations menées, peut-être Florian, tu voulais ajouter quelque chose à ce que j'ai dit? Ouais, juste une question sur la slide précédente pour que l'audience comprenne bien le périmètre. Est-ce que vous faites aussi, là on voit la phase de déclenchement avec la collecte des éléments et symptômes remontés par la victime. Est-ce que vous avez aussi de la détection en place pour protéger des entreprises de Bretagne principalement? Ouais. Alors, le fonctionnement des systèmes territoriaux, c'est une bonne question parce qu'en fait, nous, on n'a pas de SOC associé en fait au CSIRT, hein, donc on n'a pas d'éléments de détection direct chez nos ayants droit, forcément. Vu que c'est toutes les PME et toutes les collectivités, on n'a rien de tout ça. D'ailleurs, c'est pas dans nos missions, donc on n'a pas les éléments directement. Donc tout ce qu'on aura, c'est un appel téléphonique. Merci. Donc voilà notre activité depuis notre ouverture qui a eu lieu en novembre 2023. Donc ça fait grosso modo 1 an et demi. Donc avec un début, comme vous pouvez l'imaginer, un peu calme, le temps de mettre en place notre communication. Et petit à petit, les incidents se sont enchaînés pour arriver aujourd'hui à 200 incidents traités sur cette année et demie. Et nous avons également un service de signalement de vulnérabilité. Voilà, donc on a pu en signaler quasiment 90 voilà, sur ces 1 an et demi. Donc, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet sur déjà pourquoi nous avons choisi la solution The Hive et la solution ONIF. Alors, pour commencer par The Hive, en fait, au tout départ de notre activité, c'était voilà, il nous fallait trouver un outil de case management parce que c'est bien notre activité principale. Et quand on a commencé à faire nos recherches, on s'est rendu compte que finalement, sur le marché, il n'y en avait pas énormément, à savoir qu'on voulait quand même travailler avec des outils français au mieux, bretons encore mieux, mais on n'avait rien en Bretagne, donc on a travaillé avec des outils français. Et donc, notre recherche, voilà, quand on recherche un case management en réponse à un incident, finalement, le choix est assez restreint. Et quand on a commencé à tester la solution ZI, on s'est rendu compte que finalement, on était dedans, quoi. C'était quelque chose qui était adapté, qui permettait de faire adapter à la réponse à incident dans la partie cyber et, et qui répondait à quelques attentes aussi, notamment quelque chose de facile d'utilisation, qu'un junior puisse prendre en main rapidement. Et on avait une deuxième contrainte, on voulait être aussi maître du système, donc pouvoir l'auto-héberger. Et comme il y a une solution on-premise et encore mieux qui peut se déployer via Docker, voilà, donc ça veut dire tout s'aligner pour faire ce choix vers ZI. Pour la solution ONIF, donc là, on avait aussi dans notre stratégie d'outillage une volonté de pouvoir faire au départ du scan de vulnérabilité. Qui dit scan de vulnérabilité dit mandat obligatoire vers le système d'information, enfin le détenteur du système d'information que l'on va scanner. Donc ça, c'était un peu notre problématique. Et en fait, ONIF nous permettait de bypasser cette limitation parce qu'en fait, l'avantage, c'est que c'est bien
qu'on va pouvoir ONIF, en fait, on crée des requêtes vers ONIF qui a déjà une base de connaissances, donc sans aller faire du scan actif chez nos ayants droit. Et ça, c'était la plus-value qui nous a beaucoup plu au départ. Et la deuxième chose, c'est que on n'avait pas l'envie de faire du scan tout type de vulnérabilité. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les vulnérabilités critiques, celles qui sont utilisées par les attaquants, voilà, qui sont des vecteurs d'attaque que l'on rencontre voilà, sur pas mal d'incidents. Donc voilà, il y avait pareil, là, ça répondait à nos attentes sur ces 2 points principaux. Alors, pour la démonstration, je vais vous proposer 2 scénarios. Le premier scénario, ça va être le traitement d'un ransomware chez une victime qui a pris contact avec nous. Et un deuxième scénario qui est la supervision proactive d'une nouvelle CVE. Alors, il faut savoir que chez Brest Cyber, on a notre service de réponse à incidents gratuit euh, d'une part, et d'autre part, on a aussi développé des services payants, voilà, pour notre modèle économique. Donc, on propose un service voilà, proactif pour la surveillance de vulnérabilité. Je vais partager mon écran. Donc, pour cette première démo, voilà, je vous propose déjà de découvrir l'interface principale de The Hive, là, qui va être donc la liste des cases que vous avez déjà créés. Donc, si on se met dans la peau de notre analyste qui va recevoir l'appel d'une victime, donc la première chose qu'elle va devoir faire, c'est créer un nouveau case. Donc, vous avez un bouton en haut très simple pour créer le case. Donc, soit vous allez créer un case qui va être vide, soit vous pouvez prédéfinir des modèles comme nous on l'a déjà fait avec voilà, un nouvel incident ou traitement ou directement avec des modèles en fonction du type d'incident. Pour nous, Hameçonnas et rançongiciel qui sont les plus courants. Voilà. Une troisième solution, voilà, on a fait le choix aussi d'automatiser cette création de case parce qu'on s'est rendu compte que souvent, qui crée le case, bah, il y avait une façon un peu hétérogène de le faire et des fois, il manquait des éléments. Donc, en fait, on a simplement créé un formulaire et grâce aux API Hive, en fait, on va pouvoir aller directement créer notre case à partir d'ici. Et là, on est certain d'avoir tous les éléments nécessaires et bien configurés directement dans le case. Donc, je reviens sur notre démo. Donc là, le case a été créé. Donc, on va pouvoir l'ouvrir. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc, c'est pas mal de métadata sur la partie gauche et différents onglets. Donc, dans l'onglet général, on va définir déjà le titre. Donc là, pour nous, ça va être la commune de Bignoux-sur-Mer qui a subi le rançongiciel. On va pouvoir définir une petite description. Donc là, en fait, ça va être les éléments qu'on aura collectés durant l'appel qui vont vous faire mettre les éléments principaux et le contexte de l'incident. Et définir des champs personnalisés. Alors ces champs-là, ils ont été créés par nous-mêmes, suivant les besoins de chacun. Donc là, on a besoin, souvent, c'est des champs qui vont être utilisés pour pouvoir faire des statistiques derrière. C'est là où ils sont intéressants. Donc là, voilà, on a besoin de connaître le département. Là, ici, on aura notre taxonomie d'incident. Voilà, notre périmètre, comme je l'ai expliqué au départ, les secteurs d'activité. Voilà des exemples de champs personnalisés que l'on peut créer. Et là, c'est complètement ouvert. Et une partie commentaire que nous, on utilise pour, au tout départ, préciser le point de contact de l'incident. Alors, pourquoi on utilise le champ commentaire? Parce que vous allez le voir un peu plus tard, quand on va générer le rapport, c'est des éléments qui ne vont pas apparaître. Florian, tu souhaitais poser une question? Oui, notamment sur cette partie custom field. Déjà, quel genre de statistiques vous tirez de ces custom fields et à quoi vous servent ces statistiques par la suite? Ouais. Alors, les types de statistiques, bah forcément, il va falloir nous, de temps en temps, qu'on rende des comptes. Qu'on rende des comptes, bah, notamment auprès de l'ANSSI et surtout rendre des comptes de façon globale avec les autres CSIRT. Et c'est là où c'est intéressant en disant, bah, quels sont les secteurs d'activité les plus touchés sur votre périmètre? Voilà, bah, très rapidement, en utilisant, alors je vais pas y aller parce que je suis désolé, je suis en prod et je vais révéler
d'autres informations que je ne peux pas, mais vous avez sur la partie gauche les dashboards et très rapidement, en fait, avec certains filtres, vous allez pouvoir afficher de façon graphique, comme vous le voulez, toutes ces statistiques. Voilà, et pour la partie incidentologie, connaître voilà, les types d'incidents traités, nous, c'est intéressant aussi bien pour l'ANSSI ici qu'en local pour nous-mêmes. Merci. Oui. Une fois que cet incident, voilà, tout a été rempli ici, les informations de l'incident, on va pouvoir commencer à traiter cet incident et grâce aux tâches. Donc les tâches, ça va être forcément les travaux que vous allez distribuer à vos différents analystes. Pour notre partie tâches investigation, ce qui va nous intéresser, nous, chez Brest Cyber, ça va être de savoir si la victime a exposé des vulnérabilités sur Internet. Donc c'est là où va intervenir l'utilisation d'ONIF au sein de ZIAGE, mais ça on le verra juste un peu plus tard. Donc nous, on va collecter auprès de la victime ses noms de domaine et ses adresses IP publiques. Voilà, donc pour ceux qui ont l'œil aiguisé, vous verrez que c'est une adresse IP privée ici, mais qui a été utilisée pour la démo. Voilà, on peut imaginer d'autres tâches. Pour nous, ça va être la mise en relation qui va être faite avec un autre prestataire. Donc là, on va pouvoir définir, voilà, comme quoi on a mis la victime accepte la mise en relation, voilà, toutes ces informations nécessaires. Et une dernière tâche qui va être le suivi de la clôture. Voilà. Donc toutes ces tâches, en fait, je ne sais pas si vous avez pu le voir, mais ça va être en fait les différentes étapes qui vont derrière conditionner l'investigation, la rémédiation d'incidents. Et surtout, c'est ces tâches qui vont aussi apparaître dans le rapport. Donc ça, on le verra juste un peu plus tard avec cet onglet. Donc voilà pour les tâches. Donc, je vous propose d'aller juste sur l'onglet suivant, qui va être un des plus intéressants, qui est l'onglet observable. J'ai une petite question juste avant. Oui. Sur les tâches, il faut que je reformule ma question. Oui. Est-ce que vous utilisez les case templates, donc les modèles d'incident, pour automatiquement définir les tâches d'un case en fonction de son type de menace ou sur un autre critère? Oui, alors pour être tout à fait transparent, on l'a fait au départ. On avait défini des tâches en fonction du type d'incident. Comme je l'ai dit, on a des modèles d'incidents. Vous l'avez vu, hameçonnage ou rançon logiciel. On avait commencé à créer les tâches qui étaient associées et avec, pour rien oublier à chaque fois dans l'investigation, tout était détaillé. On se rend compte que finalement, nos incidents, on en traite tellement et ils sont tellement variés que c'était un peu trop figé pour ce qu'on en faisait. Donc aujourd'hui, on préfère partir d'une base vierge ou quasi vierge. En tout cas, on retrouve toujours ce modèle investigation, mise en relation, suivi et clôture. Ça, c'est quelque chose qu'on a défini. Donc on pourrait voilà, très bien mettre un modèle avec ces 3 tâches vides, mais au moins on garde le formatage. Alors, pour parler des observables, donc les observables, c'est quoi? Ça va être justement tout ce qu'on va appeler, ce qu'on peut appeler artefacts aussi, donc tous les éléments techniques qui vont être collectés au cours de l'investigation. Donc, pour nous, comme on ne fait pas d'investigation sur site, les seuls éléments qu'on va pouvoir collecter, ça va être tout ce qui va nous être fourni par la victime. Donc là, on l'avait interrogé, on lui avait demandé de nous fournir ses adresses IP publiques et ses noms de domaine. Donc, on a pu les créer en tant qu'observables. Bon, on pourrait imaginer tout type d'autres observables. Par exemple, si on arrive à trouver la note de rançon du rançon logiciel, voilà, il y aura des informations dedans, comme peut-être une adresse email ou autre, qu'on va pouvoir aussi ajouter en tant qu'observable. Donc un observable, voilà, on veut ajouter un observable, c'est très simple. Il suffit de définir le type d'observable qu'on veut ajouter, par exemple une adresse IP, et ici, ajouter la valeur. Donc on peut mettre une adresse IP, mais on peut mettre aussi 200 adresses IP ici. C'est, comme c'est écrit, une ligne, un observable. Ça fonctionne très bien pour faire de l'import en masse. Les TLP, quelques descriptions, vous validez et c'est créé. Je prends exemple cette adresse IP, voilà. Donc l'adresse IP, voilà, c'est l'adresse IP publique de la victime. Donc ça, c'est la description que j'ai choisie.
Et à partir de ces deux observables, c'est là où ça devient intéressant et qu'on va faire le lien avec ONIF. C'est que c'est observable, on va pouvoir lancer des analyses à partir d'eux. Donc là, c'est ce dont parlait Florian au tout départ. Donc on a The Hive, mais on a aussi Cortex, ce moteur d'analyzer qui propose justement toutes ces. Un analyseur, finalement, c'est un outil externe qu'on va aller interroger. Et voilà, donc là, je vous donne un exemple. Pour ce qui est des adresses IP, voilà les analyseurs que nous avons activés chez Brace Cyber et qu'on utilise pour nos investigations. Donc ça va être par exemple la base de données Abuse IPDB. Ça va être avoir de l'information sur l'adresse IP, interroger notre base BISP ou, comme vous pouvez le voir, plus intéressant, interroger directement, voilà, lancer des requêtes dans ONIF suivant l'outil voulu à partir d'ici. Voilà. Donc ça, c'est vrai pour l'adresse IP. Si vous avez par contre un nom de domaine, vous imaginez bien qu'avec un nom de domaine, c'est pas tout à fait les mêmes. On peut pas faire la même chose avec un nom de domaine ou une adresse IP. Donc vous avez des analyseurs qui sont adaptés en fonction du type d'observable. Voilà. Donc là, par exemple, on peut avoir l'état des protocoles SPF des marques d'un nom de domaine en cas d'usurpation de nom, par exemple. Voilà, des choses comme ça. Et encore une fois, les analyseurs ONIF. Et ben, je vous propose de faire une première démo d'analyse ici. Donc, on va faire plutôt une analyse de masse. Donc là, on va sélectionner tous nos observables. Et là, on a un autre bouton pour lancer les analyseurs. Donc, vous avez ceux pour l'adresse IP. Donc, on pourra en sélectionner plusieurs. Moi, je vais en sélectionner qu'un. Ça va être l'analyse, la requête vulscan sur ONIF. Et on va faire exactement la même chose pour le nom de domaine. Voilà. Il suffit de lancer les analyseurs. Voilà. Donc là, la requête est partie, Cortex s'est mis en route et maintenant il suffit d'attendre que les analyses se terminent. Voilà, donc c'est assez rapide. Donc on voit justement sur cet incident, on a a priori chez notre victime des CVE qui ont été trouvés sur ces éléments qui ont été collectés. Et là, il suffit d'aller cliquer directement sur le rapport pour avoir le résultat. Donc là, en un clic, on peut connaître en tout cas les deux CVE qui ont été détectés, le logiciel qui est impacté. Donc là, a priori, il y a un GLPI qui est exposé sur Internet et qui est vulnérable et qui est pour nous potentiellement un point d'entrée de l'attaquant pour son logiciel. Donc voilà le genre d'information qui pour nous est intéressante à fournir à l'équipe de réponse incident qui va se déplacer. Donc le prestataire qui va être choisi, qui va se déplacer, parce que forcément nous on rentre en communication avec eux et on est avec eux sur tout le suivi d'incident. Donc là on va leur donner directement cette information en disant attention, il y a un GLPI qui est exposé, il est vulnérable, c'est potentiellement un point d'entrée, si ça peut vous aider pour démarrer, voilà, et on gagne du temps. Donc voilà, c'est un service qu'on propose parce que finalement, comme on ne peut pas être sur place, et on essaie de faire ce qu'on peut depuis l'externe. Voilà. Je peux te poser une question, Valentin? Oui. Jusqu'à combien mois d'historique est-ce qu'on peut remonter ou est-ce que vous avez configuré dans votre outil? Ouais. Alors, ouais, question intéressante parce que justement, l'analyzer, donc on peut aller le configurer, voilà, il est customisable. Nous, on a choisi un historique de 2 mois, donc on peut revenir jusqu'à 2 mois en arrière sur l'état de chacun de ces observables. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que c'est vrai, autre chose dont je n'ai pas dit, je vais te lancer un peu des fleurs encore une fois pour Onif, à toi James. En cas de rançon logiciel, en général, l'acte réflexe, ça va être de couper l'accès Internet. Une fois qu'on a coupé l'accès Internet, tout scan est plus possible, en tout cas du scan actif. C'est là que c'est intéressant en disant, si j'ai une base de données de connaissances comme ONIF, je peux aller l'interroger jusqu'à 2 mois en arrière. Donc là, effectivement, on a fait le choix de 2 mois. Donc ensuite, on va pouvoir faire les onglets suivants. Donc tout ce qui est TTPs, donc nous, on n'utilise pas, vu qu'on ne fait pas vraiment d'investigation poussée, c'est pas pour nous intéressant. Ça sera plutôt pour des équipes qui font l'investigation numérique de A à Z. L'onglet fichier, intéressant. Ça va être plutôt pour
ajouter des pièces jointes au case. Donc là, j'ai mis l'exemple de la note de rançon qui a été collectée chez la victime. Donc on va pouvoir la récupérer et la mettre quelque part en annexe. La chronologie des événements qui ont été créés sur le case. On va pouvoir ajouter des pages. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez un rapport, mais vous pouvez aussi ajouter des pages au rapport. Ça, on va le voir juste après. Donc voilà à quoi ressemble un rapport pour y aller. Une fois que vous avez tout terminé, que toutes vos tâches ont été faites, écrites, que vos observables ont été analysés, vous pouvez enfin, à la fin de l'incident, générer le rapport. Donc vous voyez, en fait, j'ai juste eu à cliquer sur le bouton, le rapport est déjà généré suivant notre modèle. Donc c'est un modèle customisable. Nous, on a choisi quelque chose d'assez simple et épuré, qui reprend le titre, la description que l'on avait fait du case, les différents champs personnalisés que l'on retrouve avec voilà, département, le périmètre, secteur d'activité, et le suivi de l'incident. Et c'est là où on va retrouver toutes nos tâches qui vont s'enchaîner, nos tâches d'investigation, mise en relation, suivi et clôture. Voilà. C'est là où les logs principaux en fait de notre rapport vont être affichés. Et on termine avec les différents observables. Donc là, on trouve pareil nos 2 observables intégrés et les rapports qui ont été générés par les analyzers. Donc aujourd'hui, on sait que voilà, c'était 2 CVE trouvés sur ce nom de domaine. Si ici des IOC, vous pouvez cacher, je ne vous l'ai pas montré, mais un observable, vous pouvez activer la case aussi IOC si vous considérez que c'est un IOC. Voilà. Donc ça, c'était le cas d'un rançongiciel. Je vais terminer par quelque chose sur cet incident. Imaginons que la commune de Binous-sur-Mer, nous avons déjà traité un incident avec eux, on ne le savait pas. En fait, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est ce qu'on va appeler le case similaire ici. Et quand on cache, qu'on va pouvoir aussi voir en bas à gauche, on voit une petite note là de 1. Donc ZIAF nous indique qu'il y a un case qui est similaire au nôtre, à celui du rançongiciel. Là, c'est intéressant. Donc si on clique dessus, en fait, ça va nous ramener vers un autre case et qui va nous donner la similarité. Et a priori, il y aura un observable qui, dans ce case, un signalement qu'on aurait fait à la commune quelques temps auparavant, un observable qui avait déjà été vu. Donc ça, c'est cette partie corrélation qui est super intéressante et qui a du sens en termes de réponse à incident. Et donc, si on va ouvrir ce case, on se rend compte que finalement, on avait déjà, le 17 mars, on avait signalé une vulnérabilité critique à cette commune qui concernait un GLPI. Donc, cette vulnérabilité qu'on a rescannée le jour de l'incident, en fait, elle avait déjà été scannée quelques mois auparavant. Alors, pour être tout à fait transparent, on l'a jamais vraiment vécu. C'est un peu notre bête noire, en fait, on ne voudrait pas tomber sur ce genre de choses, une vulnérabilité qui a été signalée et qui a été malheureusement exploitée quelques temps plus tard par un attaquant. Mais en fait, c'est ce qu'on essaye d'éviter. Mais si ça doit se passer, ça peut être une information aussi intéressante. Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer la partie corrélation, similitude entre les cases. Donc ça peut être des observables, des IOC ou autres. Voilà. Et ça va être pareil pour les alertes. Donc les alertes, on n'en a pas encore parlé, je vous fais voir ça juste après, mais on peut avoir des alertes qu'on va avoir ici. Pour l'instant, on n'en a pas. Mais si vous avez des alertes, par exemple, si The Hive est connecté à un EDR qui vous envoie des alertes directement dans The Hive, vous pouvez peut-être avoir justement des éléments qui vont matcher des cases qui sont déjà existants. Voilà. Pour suivre sur le deuxième scénario, qui va être un scénario de gestion proactive de vulnérabilité. Donc en fait, comme je vous en ai parlé, on a des services payants qui permettent justement à nos clients de nous confier tous leurs observables, donc adresse IP et nom de domaine, pour qu'on puisse les surveiller dans le temps. Donc là, on a voilà notre client qui est le groupe Beurre Salé, qui nous a confié ses observables, un nom de domaine et une adresse IP. Là, on peut imaginer
des clients qui ont beaucoup plus, qui peuvent avoir par exemple, je sais pas, 10 noms de domaine et 200 adresses IP. C'est le cas pour certains de nos clients. Donc là, ben, vous imaginez bien qu'on ne pourra pas tout faire à la main, même si on peut l'automatiser, hein. Comme je vous l'ai dit, on sélectionne tout, on lance les analyzers et on observe les résultats. Pour ce service, on s'est permis justement de créer une autre automatisation. Donc une automatisation pour laquelle on va pouvoir, à partir de l'ID du case, donc que l'on retrouve là-haut, on récupère l'ID et qu'on va donner à notre outil d'automatisation N8N. Donc voilà à quoi ressemble notre automatisation. Donc en fait, ça va être une automatisation qui va aller récupérer à partir de l'ID du case, bah, le case en question directement dans The Hive. Et de là, on a une première partie qui va aller lancer l'analyzer sur les différents observables, récupérer le rapport de ces analyzers. Et là, on a une petite condition. Si on trouve une vulnérabilité, on va taguer l'observable en tant qu'IOC, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et ainsi de suite. Pour ensuite aller créer une alerte si on a des CVE de trouver. Et en plus de ça, créer une tâche dans le case pour historisation. Donc là, on va pouvoir voir de façon graphique derrière dans The Hive à quoi ça correspond. Et puis, on se fait un petit récap par mail. Donc, si je récupère ici l'ID, voilà, donc je vais lancer mon automatisation et on devrait observer justement, après un certain temps, la création d'une première alerte, vu qu'on sait qu'il y a des CVE sur ces observables, on devrait avoir une alerte qui s'affiche. Voilà. Donc là, une alerte a été créée. Donc, on sait que c'est un scan manuel pour le groupe beurre salé et il y a 2 observables qui sont vulnérables. Donc ça a été généré par nous-mêmes. Une description, pareil, le nombre d'observables vulnérables, un lien vers le case. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a voulu en interne. On fait un rappel des observables ici, directement dans l'alerte. Voilà. Donc ça, voilà, c'est tout à fait personnalisé. C'est l'avantage des, ben, des API The Hive et Cortex, en fait, qui sont, je crois qu'on peut manipuler quasiment tous les objets qui sont présents dans The Hive et Cortex via les API. Donc ça permet pas mal de souplesse. Voilà. Et si on clique directement vers le lien, on retrouve notre case de départ dans lequel nous avons une nouvelle tâche qui a été créée. Donc là, on utilise ça, nous, pour l'historisation des scans qui ont été faits sur ces clients. Et dans cette tâche, voilà, on peut savoir que les observables qui ont été testés positifs à des CVE. Voilà, donc, vous voyez, en fait, on peut juste un peu dévier l'utilisation de certaines choses en fonction de notre activité, de ce qu'on va en faire, de pas mal de choses. Donc là, c'est toute cette souplesse qui est plutôt appréciable. Voilà, et un petit tag sur, donc là, c'était si on va voir l'observable, pardon. Donc là, ils ont pas, on va retourner sur l'alerte. L'alerte. Voilà, les observables. Donc là, ouais, c'est vrai que les cases n'ont pas été lancées directement ici, mais on pourrait par exemple relancer ici un vulscan directement dans l'alerte si on le souhaite. Avoir le résultat, encore une fois, de CVE. Donc là, on a cette fois-ci, c'est un serveur Zimbra qui était vulnérable. Si vous voulez aller plus loin dans l'investigation à ce moment-là, vous avez aussi un petit bouton ici qui vous permet d'ouvrir directement l'interface web d'ONIF et aller pousser les investigations. Donc c'est intéressant parce qu'on se rend compte que
Vous voyez le résultat que vous avez là, c'est exactement celui qu'on retrouve dans la partie, dans l'interface web d'ONIF. Et là, vous pouvez voilà, aller plus loin dans vos investigations à partir de la barre de recherche ONIF. Donc voilà, ça c'est aussi cette petite plus-value de tout traiter dans The Hive pour historisation, mais également de pouvoir interroger depuis l'extérieur. Petite question, Valentin. Oui. Est-ce que, on a vu l'utilisation de Cortex via l'enrichissement du coup des observables. Est-ce que vous utilisez également les responders qui permettent de déclencher des automatisations? Ça pourrait très bien être, par exemple, aller bloquer une adresse IP au niveau d'un proxy, d'un firewall, la même chose avec un nom de domaine, voire isoler un node du réseau, par exemple. Est-ce que vous avez tiré bénéfice de ces responders? Ouais, alors, je fais un petit peu la même réponse. C'est vrai que comme on n'a pas de lien direct avec nos victimes, non, même si c'est super intéressant. On s'était quand même posé la question, vu qu'on est nous-mêmes insérés au sein du conseil régional de Bretagne. On s'est dit, c'est peut-être qu'un service qu'on pouvait leur rendre parce que on a, voilà, avoir directement les retours des EDR et puis pouvoir envoyer justement des instructions EDR. Bon, on s'est détaché de ça mais par contre, on pourrait très bien l'imaginer voilà, sur un SOC interne, un CSIRT interne, pouvoir lancer ces opérations, ouais. Tout à fait, ouais. Merci. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ces 2 démos et de vous avoir fait voilà, je vous ai fait voir à peu près tout ce que je voulais vous faire voir sur notre utilisation en tout cas, de The Hive avec nos opérations. Donc là, c'est une petite partie. Comme vous l'avez vu, les analyseurs, il y en a plein. On peut les utiliser de différentes manières. En tout cas, pour la partie rançongiciel et ONIF, ça match. Et pour la gestion des vulnérabilités, évidemment, ça match aussi. Voilà. Donc voilà, donc petit brief rapide sur ce qu'on a vu. Donc, vous avez vu la rapidité. On lance des analyseurs sur plusieurs observables. D'ailleurs, je pense que juste après, on va parler d'autres choses. Vous allez voir qu'on peut le faire aussi à grande échelle. Donc, c'est vrai que c'est rapide et c'est fiable. On n'a jamais eu de problème, en tout cas, d'interface en tout cas de service qui pouvait être saturé ou quoi que ce soit, malgré des fois de nombreux scans lancés en parallèle. Et effectivement, cet enrichissement de la donnée, super intéressante et en termes de fiabilité. Et puis, l'efficacité, là, chacun pourra, je pense, définir l'efficacité. Nous, en tout cas, on en est très contents. Voilà. Donc, on va pouvoir faire un petit zoom aussi sur une opération qu'on a menée il n'y a pas très longtemps. Donc là, c'est vraiment pour vous présenter en fait un peu le passage à l'échelle quand on veut faire des opérations un peu plus grandes. Donc en fait, on a un partenariat avec l'association BZH, donc le TLD BZH, qui est voilà, tous nos sites internet en Bretagne qui finissent en BZH. Donc environ 12 000 noms de domaine aujourd'hui. Donc en fait, on leur a proposé de mener un scan de vulnérabilité sur ces 12 000 noms de domaine. Donc, ils nous ont simplement envoyé un fichier contenant tous les sites web, en tout cas, ainsi que quand c'était possible, l'adresse mail des contacts. Donc, des fois, le domaine de messagerie est différent du domaine Internet, donc c'était intéressant pour nous. Et donc, ce qu'il a fallu tout d'abord, c'est faire un pré-traitement, donc c'est-à-dire bah, parser ce fichier pour en extraire seulement les noms de domaine qu'on va utiliser directement dans l'analyse. Et ensuite, les importer dans The Hive. Donc, vous avez vu, l'import de masse était possible. Donc, en fait, on a tout simplement copié-collé les 12 000 noms de domaine dans la petite fenêtre d'import des observables. Cliquez sur suivant et voilà, et ça a été tout simplement importé après un certain temps, sans erreur, sans doublon, parce que la gestion des doublons est prise en compte directement.
Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi pour nous parce que même si on l'avait dans le pré-traitement géré, voilà, on n'était pas tout à fait certain du truc. Voilà, donc il y a un double contrôle directement aussi dans Hive. Et à partir de là, on a également lancé les analyzers dans la plateforme. Donc on a sélectionné, donc on a utilisé notre automatisation, mais ça fait exactement la même chose que si on l'avait lancé depuis The Hive. On sélectionne tous les observables, lancer l'analyzer et on attend le résultat. Voilà. Là, bah, forcément, 12 millions de domaines, ça a pris un petit peu plus de temps. Et ce qu'on a fait, c'est que, bon, je ne vous l'ai pas montré, mais dans l'automatisation, en fait, dès qu'une vulnérabilité est trouvée, on tag l'observable comme IOC. Ce n'est pas réellement un IOC, mais ça permet d'avoir un élément de filtrage derrière. Et voilà, c'était un petit truc en plus dans la souplesse du produit qui était permise. Voilà, donc comment traiter 12 millions de domaines sur un seul case dans The Hive, c'est possible, ça fonctionne. Et on a eu 0 bug, en tout cas, d'observer sur cette partie. Bon, merci beaucoup Valentin pour ce retour d'expérience vraiment détaillé, très concret. C'était très instructif. Les cas d'usage, il y en a plein. Donc, si vous avez des questions ou envie de démos plus personnalisées, envie d'explorer d'autres cas d'usage, Florian et James se tiendront à votre disposition pour pouvoir y répondre. Et puis là, c'est le moment de la partie interactive du webinaire. On va pouvoir prendre vos questions. Surtout, n'hésitez pas. Alors, du coup, on a Jonathan dans le chat qui demande comment gérer la communication avec les clients pendant l'investigation. Ouais, alors bonne question parce que ça va dépendre du type d'incident, mais si la victime a été mise en relation avec un prestataire de réponse à incident, en général, on va se mettre un tout petit peu en retrait, on va vraiment laisser le prestataire travailler, on va juste faire des points directement avec le prestataire et si nécessaire, on ira vers le client, mais c'est très rare. Si par contre, c'est un incident qu'on est en train de vraiment traiter avec eux à 100%, là, c'est une communication de proximité, téléphonique, mail, tout ce qu'on peut imaginer, mais on préfère forcément le téléphone, ouais. Ok, super. Alors, je continue les questions par ordre chronologique. On a ensuite Thomas qui demande si les experts d'autres CERT sectoriels ou territoriaux peuvent accéder au rapport. Ok, alors, nous, on ne partage pas nos rapports simplement, question de confidentialité de ce qu'on traite. Par contre, on pourrait s'échanger des cases. Ça, c'est quelque chose qui est possible. On peut exporter un case et l'envoyer à un autre CCIRT qui aurait The Hive et qui importe le case dans sa plateforme. Donc voilà, ça, on l'a fait une fois avec le CERT-PJ, me semble-t-il. Mais voilà, c'est quelque chose qui est possible. En tout cas, voilà, les rapports, on les partage avec la victime et c'est tout. Ensuite, ça va être une question pour toi, James, par rapport aux obligations légales liées au scan dans ONIF. ONIF est une entreprise française, donc on suit la réglementation française dans le domaine. Et c'est ce qui est intéressant pour nos clients parce que tout ce qui est associé à cette activité est à la responsabilité d'ONIF. Ok, merci. Alors, la prochaine, ça va être pour toi, Florian. Dylan demande, est-ce qu'au niveau des intégrations avec des solutions tierces, est-ce qu'il y a un catalogue à disposition? Est-ce qu'on peut faire du custom? Oui, merci. On a, nous, sur notre GitHub, un catalogue d'intégration. Après, chez les vendors directement, des fois, je prends l'exemple de Splunk, qui est une application qui existe, qui est facilement utilisable. Et pour la partie custom, effectivement, c'est tout à fait possible. Comme l'a mentionné Valentin tout à l'heure, les API sont ouvertes. Donc, c'est tout à fait possible de s'intégrer. Et on offre la possibilité de s'intégrer directement dans l'outil sans avoir à héberger un script externe à l'application. Donc, on appelle ça les functions. Et vous pouvez même pull les alertes, par exemple, sur d'autres tools à travers ce qu'on appelle les alert feeders également. Donc, voilà, on a diverses possibilités de s'intégrer avec toutes sortes de solutions. Merci.
On a une autre question pour toi, Valentin, cette fois. Est-ce que côté CECIRT Bretagne, vous proposez d'autres actions préventives aux PME bénéficiaires, comme le scan des points BZH? Alors, ce type d'opération de masse, bon, ok, on prépare quelque chose, donc je peux pas tout révéler. Il y a quelque chose qui devrait arriver à la rentrée, en tout cas, un peu plus orienté vers les PME, en tout cas, deuxième semestre. Donc voilà, on va faire quelque chose pour eux. Et après, pour les services préventifs, ça va être surtout nos services payants. Donc là, on part sur la partie risque humain et des choses comme ça. Donc là, je vous invite plutôt à aller voir notre site web directement là-dessus. Merci. On a une question ensuite sur des statistiques. Valérie nous dit qu'il connaît personnellement quelques organisations privées, publiques en France et ailleurs qui ont été préventivement aidées par les données d'ONIF. Et Valérie demande s'il y a des statistiques disponibles, donc plus larges que celles du CECIRT de Bretagne. Est-ce que tu as de l'info là-dessus, Valentin? Est-ce que tu peux me répéter la question? En Excuse-moi. fait, c'est des données sur des stats qui seraient dispo plus largement sur le territoire français, par exemple, sur des organisations qui auraient été aidées par les données d'ONIF. Et peut-être que toi, James, aussi, par ta connaissance des usages, tu saurais nous dire si ce type de data sont disponibles? En tant que fournisseur au CICIRT, on n'a pas de données sur, nous, on n'a pas de statistiques sur combien d'entreprises ou combien d'incidents ont été évités grâce à nos données. On voit bien sûr quand il y a une nouvelle vulnérabilité, on peut visualiser la correction de la vulnérabilité, la réponse des équipes de CICIRT parce que les chiffres descendent. Et puis, on communique sur ces chiffres avec nos clients, avec parfois publiquement, mais on n'a pas de statistiques au sens formel. Ok. Non, c'est vrai, parce que ce qui est intéressant, c'est bien de pouvoir suivre cette évolution. Quand on relance les scans, on voit bien que les chiffres diminuent. Ça, à chaque fois, ça fonctionne en fait, hein. On part sur une très grosse vulnérabilité avec des milliers, voire des dizaines de milliers d'assets qui sont vulnérables. Et puis petit à petit, on voit le chiffre descendre. Donc ça, c'est plutôt agréable aussi. C'est satisfaisant de voir ça. Merci. On enchaîne avec une question de Christos qui s'excuse pour son mauvais français, mais la question est très claire. Il explique qu'il travaille en équipe en 24/24 et 7 jours sur 7 avec une préoccupation principale qui est de savoir comment transmettre les tâches en cours assignées aux analystes d'une équipe à l'autre si elles ne sont pas encore terminées. Comment ça se passe au niveau de la collaboration sur ces tâches? Valentin, je ne sais pas si tu as ce genre de cas ou si tu veux que j'y aille. Alors, on n'a pas du tout le cas, donc je vais te laisser la question, Florian. Parfait. ZIAG, en fait, c'est fait pour être collaboratif, dans le sens où vous pouvez, par exemple, laisser des commentaires dans les cases. Donc ça permet aux équipes en Follow the Sun de pouvoir se communiquer entre elles, se laisser des petits mots sur les investigations en cours. Et vous pouvez avoir plusieurs équipes directement dans la plateforme ZIAG. Donc, nous, on appelle ça des organisations. Et vous pouvez choisir de lier ces organisations, de leur permettre de partager des incidents entre elles, voire même de transférer un incident d'une organisation à une autre. Donc, par exemple, vos différentes équipes pourraient avoir chacune leur organisation et se transférer les incidents à la fin de la journée en laissant des petits commentaires pour indiquer où en sont les investigations, voire la réponse. Merci. Je pense qu'on arrive au bout des questions. Je vérifie, effectivement. Donc je vous ai remis à l'écran les coordonnées de Valentin, de Florian et de James. Donc n'hésitez pas à les solliciter. En ce qui concerne The Hive et Onif, surtout n'hésitez pas à les contacter si vous avez envie de poser d'autres questions en privé, si vous avez envie d'une démo personnalisée. C'est tout à fait possible, il suffit de demander. Je regarde à nouveau pour les questions. Non, là, c'est des remerciements qu'on a dans le chat. Il y a une question dans... J'enchaîne avec les remerciements. Pardon, Hélène. Il y a une question dans le chat, je pense, pour Valentin. Alors,
Tu peux me donner la question, James? C'est est-ce que côté CICEP Bretagne, vous proposez d'autres activités preventatives aux PME bénéficiaires, comme le scan des BZH? Ah oui, non, j'ai répondu à celle-ci, James, mais ouais, c'était. désolé. Excusez-moi. Non, pas de problème. Mais c'était voilà, pour nos services payants, qui peuvent répondre à ça. Ça marche. Bon, bah, du coup, merci beaucoup, Valentin, pour ton partage de ces retours d'expérience ce matin. Et bravo pour ce que vous faites avec l'équipe de Braille Cyber pour la région Bretagne. Merci également, James et Florian. Et puis, bah, merci à tous ceux qui ont participé ce matin à ce webinaire. On était nombreux, ça fait plaisir. Voilà, il me reste à vous souhaiter à tous une bonne et chaude journée. Et puis, sachez que le webinaire sera disponible en replay si vous voulez revoir certains points ou partager avec vos collègues. Ce sera tout à fait possible. Bonne journée. Merci à tous. Merci, Hélène. Bonne journée. Merci, au revoir.